Chères mesdames et messieurs, chers invités, chers amis, participants à la réunion du Val des Clubs. Nous commençons la séance plénière de la 21e réunion annuelle du Club de discussion internationale de Valdai. Nous avons vécu 4 journées agréables et riches en échanges et pouvons maintenant, pour ainsi dire, tenter de tirer quelques conclusions. J'invite sur scène le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, chères mesdames et messieurs, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir à notre traditionnelle réunion. Et tout de suite, je voudrais vous remercier d'avoir participé aux discussions animées et significatives du Val des Clubs. Nous nous réunissons le 7 novembre, date importante pour notre pays, pourrait-on dire, pour le monde entier. La révolution russe de 1917, comme les révolutions hollandaises, anglaises et françaises à leur époque, est devenue, dans une certaine mesure, des jalons dans le développement de l'humanité et a largement déterminé le cours de l'histoire, la nature de la politique, de la diplomatie, de l'économie et de la politique. Ordre social. Il se trouve que vous et moi vivons également à une époque de changements cardinaux, essentiellement révolutionnaires, non seulement pour comprendre, mais aussi pour participer directement aux processus les plus complexes du premier quart du XXIe siècle. Le Val des Clubs, presque du même âge que notre siècle, a déjà 20 ans. Dans de tels cas, on dit souvent, d'ailleurs, que le temps passe inaperçu, vite, mais dans ce cas, on ne peut pas dire ça. Ces 2 décennies n'ont pas seulement été remplies des événements les plus importants, parfois dramatiques, d'une ampleur véritablement historique, sous nos yeux, un tout nouvel ordre mondial se forme, contrairement à ce que nous connaissons du passé, par exemple le système westphalien ou Yalta. De nouvelles puissances apparaissent. Les peuples sont de plus en plus conscients de leurs intérêts, de leur estime de soi, de leur originalité et de leur identité, et insistent de plus en plus sur la réalisation des objectifs de développement et de justice. Dans le même temps, les sociétés sont confrontées à un nombre croissant de nouveaux défis, des changements technologiques passionnants aux catastrophes naturelles catastrophiques, de la stratification sociale flagrante aux vagues migratoires massives et aux crises économiques aiguës. Les experts parlent des menaces de nouveaux conflits régionaux, des épidémies mondiales, des aspects éthiques complexes et ambigus de l'interaction entre les humains et l'intelligence artificielle, et de la façon dont les traditions et le progrès se combinent. Vous et moi avons prédit certains de ces problèmes lors de notre rencontre précédente, nous en avons même discuté en détail lorsque nous nous sommes rencontrés à Valdai, au Val des Clubs, et certains dont nous avions intuitivement un pressentiment, en espérant le meilleur, mais sans exclure le pire scénario. Quelque chose, au contraire, a complètement surpris tout le monde. En effet, la dynamique est très forte. Le monde moderne est imprévisible, c'est certain. En regardant 20 ans en arrière et en évaluant l'ampleur du changement, puis en projetant ces changements dans les années à venir, on peut penser que les 20 prochaines années seront tout aussi difficiles, sinon plus. Et dans quelle mesure, bien sûr, cela dépend de nombreux facteurs. C'est pour les analyser, pour essayer de prédire quelque chose, si je comprends bien, que vous allez au Val des Clubs. En un sens, le moment de vérité arrive. L'ancienne structure du monde a disparu de manière irrévocable, pourrait-on dire, a déjà disparu, et une lutte sérieuse et irréconciliable se déroule pour la formation d'une nouvelle. Irréconciliable, d'abord parce qu'il ne s'agit même pas d'une lutte pour le pouvoir ou d'une influence géopolitique. Il s'agit là d'un conflit entre les principes mêmes sur lesquels seront construites les relations entre les pays et les peuples au cours de la prochaine étape historique. Son résultat déterminera si nous pouvons tous travailler ensemble, grâce à des efforts conjoints, pour construire un univers qui permettra à chacun de développer et de résoudre les contradictions émergentes sur la base du respect mutuel des cultures et des civilisations, sans coercition ni recours à la force. Enfin, la société humaine peut-elle rester une société avec ses principes éthiques humanistes, et une personne peut-elle rester une personne? Il semblerait qu'il n'y ait pas d'alternative à cela. À première vue. Mais malheureusement, il y en a. C'est l'immersion de l'humanité dans l'abîme de l'anarchie agressive, des divisions internes et externes, de la perte des valeurs traditionnelles, des nouveaux formats de tyrannie, du rejet effectif des principes classiques de la démocratie, des droits et libertés fondamentaux. De plus en plus, la démocratie est interprétée comme le pouvoir non pas de la majorité, mais de la minorité,
et ils opposent même la démocratie traditionnelle et la démocratie à une certaine liberté abstraite, pour le bien de laquelle les procédures démocratiques, les élections, l'opinion majoritaire, la liberté d'expression et l'impartialité des médias, comme certains le pensent, peut être négligée ou sacrifiée. La menace et l'imposition, la transformation en normes d'idéologie essentiellement totalitaire, comme nous le voyons dans l'exemple du libéralisme occidental, le libéralisme occidental d'aujourd'hui, qui a dégénéré, je crois, en une intolérance extrême et une agression envers toute alternative, envers tout souverain et pensée indépendante et justifie aujourd'hui le néonazisme, le terrorisme, le racisme et même le génocide massif de civils. Enfin, il s'agit de conflits et d'affrontements internationaux chargés de destruction mutuelle. Après tout, des armes capables de faire cela existent et sont constamment améliorées, prenant de nouvelles formes à mesure que la technologie évolue. Et le club des propriétaires de telles armes s'agrandit, et personne ne garantit qu'en cas d'augmentation des menaces et de destruction définitive des normes juridiques et morales, elles ne seront pas utilisées. J'ai déjà dit que nous avons atteint un point dangereux. Les appels de l'Occident à infliger une défaite stratégique à la Russie, pays doté du plus grand arsenal d'armes nucléaires, démontrent l'extrême aventurisme des hommes politiques occidentaux. Enfin, certains d'entre eux, en tout cas. Une telle confiance aveugle dans sa propre impunité et son exclusivité peut se transformer en une tragédie mondiale. Dans le même temps, les anciens hégémons, habitués depuis l'époque coloniale à gouverner le monde, sont de plus en plus surpris de constater qu'on ne leur obéit plus. Les tentatives visant à conserver par la force le pouvoir insaisissable ne conduisent qu'à une instabilité générale et à une tension accrue, à des pertes et à des destructions. Mais de telles tentatives n'aboutissent toujours pas aux résultats recherchés par ceux qui veulent maintenir leur pouvoir absolu et indivis. Parce que le cours de l'histoire ne peut être arrêté. Au lieu de prendre conscience de la futilité de leurs aspirations et du caractère objectif du changement, certaines élites occidentales semblent prêtes à tout pour empêcher l'émergence d'un nouveau système international répondant aux intérêts de la majorité mondiale. Dans la politique des États-Unis, par exemple, et de leurs alliés ces dernières années, le principe « ne l'obtenez de personne, si ce n'est avec nous, alors contre nous » est devenu de plus en plus perceptible. Et bien écoutez, cette formule est très dangereuse. Car ici, comme dans de nombreux pays du monde, il y a un dicton « ce qui arrive arrive ». Le chaos, une crise systémique grandit déjà dans les pays eux-mêmes qui tentent de mener une telle politique, leur prétention à l'exclusivité, au messianisme libéral mondialiste, au monopole idéologique et militaro-politique épuise de plus en plus les pays qui tentent de poursuivre une telle politique, qui pousse le monde à la dégradation, entre clairement en conflit avec les intérêts véritables des peuples des États-Unis d'Amérique et des pays européens eux-mêmes. Je suis sûr que tôt ou tard l'Occident comprendra cela. Après tout, la base de ces grandes réalisations passées a toujours été précisément une approche pragmatique et sobre, basée sur une évaluation très dure, parfois cynique, mais rationnelle de ce qui se passait et de ses propres capacités. Et à cet égard, je tiens à le souligner encore une fois, contrairement à nos adversaires, la Russie ne perçoit pas la civilisation occidentale comme un ennemi et ne pose pas la question « nous ou eux ». Je le répète encore une fois, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, nous ne disons jamais cela. Nous ne voulons rien apprendre à personne, imposer notre vision du monde à qui que ce soit. Notre position est ouverte et elle est la suivante. L'Occident a accumulé d'énormes ressources humaines, intellectuelles, culturelles et matérielles, grâce auxquelles il peut se développer avec succès, restant l'un des éléments les plus importants du système mondial. Mais c'est précisément l'un des, aux côtés d'autres États et groupes de pays en développement actif. Il ne peut être question d'hégémonie dans le nouvel environnement international. Et lorsque, par exemple, à Washington et dans d'autres capitales occidentales, ils comprendront et reconnaîtront ce fait irréfutable et immuable, le processus de construction d'un système mondial répondant aux défis de l'avenir entrera enfin dans une phase de véritable création. Dieu veuille que cela se produise le plus tôt possible. Cela est dans l'intérêt commun, y compris, en premier lieu, de l'Occident lui-même. En attendant, nous, tous ceux qui souhaitent créer un monde juste et durable, devons consacrer trop d'énergie à surmonter les actions destructrices de nos adversaires, accrochés à leur propre monopole. Eh bien, c'est évident que cela se produit, tout le monde le voit à l'ouest même, à l'est, au sud, on le voit partout. Ils essaient de maintenir le pouvoir et le monopole, des choses évidentes.
Ces efforts pourraient être bien plus utilement orientés vers la résolution de problèmes véritablement communs qui touchent tout le monde, de la démographie et des inégalités sociales au changement climatique, en passant par la sécurité alimentaire, la médecine et les nouvelles technologies. C'est ce à quoi nous devons tous penser et ce sur quoi tout le monde doit vraiment travailler et faire. Permettez-moi de faire quelques digressions philosophiques aujourd'hui, nous avons un club de discussion. J'espère donc que cela sera conforme aux discussions qui ont eu lieu ici jusqu'à présent. Je l'ai déjà dit, le monde change de manière radicale et irréversible. Il diffère des versions précédentes de la structure du système mondial par la combinaison et l'existence parallèle de deux phénomènes apparemment mutuellement exclusifs, un conflit qui s'aggrave rapidement, la fragmentation du champ politique, économique et juridique, d'une part, et l'interdépendance étroite et continue de l'espace mondial tout entier, de l'autre. Cela peut être perçu comme une sorte de paradoxe. Après tout, nous sommes habitués au fait que les tendances décrites se succèdent généralement simplement et se remplacent. Siècle après siècle, des époques de conflits et de rupture de liens alternent avec des périodes d'interaction plus favorables. Telle est la dynamique du développement historique. Il s'avère que cela ne fonctionne pas aujourd'hui. Eh bien, essayons de spéculer un peu sur ce sujet. Les conflits aigus, fondamentaux et chargés d'émotions compliquent certes considérablement le développement mondial, mais ne l'interrompent pas. À la place des chaînes d'interaction détruites par les décisions politiques et même par les moyens militaires, d'autres surgissent. Oui, beaucoup plus complexes, parfois déroutants, mais préservant le lien économique et social. Nous l'avons vu ces dernières années. Plus récemment, l'Occident collectif, ce qu'on appelle l'Occident collectif, a fait une tentative sans précédent pour éloigner la Russie du système mondial, économique et politique. Le volume des sanctions et des mesures punitives appliquées à notre pays n'a pas d'équivalent dans l'histoire. Nos adversaires pensaient qu'ils porteraient à la Russie un coup fatal, dont elle ne se remettrait tout simplement pas et cesserait d'être l'un des éléments clés de la vie internationale. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ce qui s'est passé en réalité. Le fait même que l'anniversaire de Valdé ait réuni un public aussi représentatif parle, me semble-t-il, de lui-même. Mais il ne s'agit bien sûr pas de Valdé. Il s'agit des réalités dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles la Russie existe. Le monde a besoin de la Russie, et aucune décision de Washington ou de Bruxelles, prétendument supérieure aux autres, ne peut changer cela. Il en va de même pour les autres solutions. Même un nageur entraîné ne peut pas nager contre un courant puissant, quelles que soient les astuces et même le dopage qu'il utilise. Et le courant de la politique mondiale, le courant dominant, est dirigé dans l'autre sens, à l'opposé des aspirations de l'Occident d'un monde hégémonique descendant à une diversité ascendante. C'est une évidence, comme disent nos gens, il n'est pas nécessaire d'aller chez sa grand-mère. C'est évident. Revenons à la dialectique de l'histoire, aux époques changeantes de conflits et de coopération. Le monde est-il vraiment devenu tel que cette théorie, cette pratique ne fonctionne plus? Essayons de regarder ce qui se passe aujourd'hui sous un angle légèrement différent. Quel est exactement le conflit et qui participe à ce conflit aujourd'hui? Depuis le milieu du siècle dernier, lorsque les efforts modernes ont réussi, au prix d'énormes pertes, à vaincre le nazisme, l'idéologie la plus malveillante et la plus agressive devenue le produit des contradictions les plus aiguës de la première moitié du XXe siècle, l'humanité a été face à la tâche d'éviter la résurgence d'un tel phénomène et la répétition des guerres mondiales. Malgré tous les zigzags et les escarmouches locales, le vecteur général est alors déterminé. Il s'agit d'un rejet radical de toutes les formes de racisme, de la destruction du système colonial classique et de l'augmentation du nombre de participants à part entière à la politique internationale. L'exigence d'ouverture et de démocratie dans le système international était évidente, le développement rapide des différents pays et des régions, l'émergence de nouvelles approches technologiques et socio-économiques visant à élargir les opportunités de développement et à améliorer le bien-être. Bien entendu, comme tout processus historique, cela a donné lieu à un conflit d'intérêts. Mais, je le répète, la volonté générale d'harmonisation et de développement dans tous les aspects de ce concept était évidente. Notre pays, à l'époque l'Union soviétique, a largement contribué au renforcement de ces tendances. L'URSS a aidé les États qui s'étaient affranchis de la dépendance coloniale ou néocoloniale, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient ou en Amérique latine. Et permettez-moi de vous rappeler séparément que c'est l'Union soviétique, au milieu des années 80 du siècle dernier,
qui s'est prononcé pour mettre fin à la confrontation idéologique, pour surmonter l'héritage de la guerre froide, en fait, pour mettre fin à la guerre froide elle-même, puis pour surmonter son héritage, ces barrières qui ont empêché l'unité du monde et son développement global. Oui, nous entretenons une relation complexe avec cette période, compte tenu de ce qu'a finalement abouti l'évolution des dirigeants politiques du pays d'alors. Nous devons encore faire face à des conséquences tragiques et lutter encore. Mais l'impulsion elle-même, je tiens à le souligner, l'impulsion elle-même, bien qu'injustifiablement idéaliste de la part de nos dirigeants et de notre peuple, parfois même naïve, comme nous le voyons aujourd'hui, a sans aucun doute été dictée par des vœux sincères de paix et le bien commun, qui est en fait historiquement inhérent au caractère de notre peuple, à ses traditions, à son système de valeurs, à ses coordonnées spirituelles et morales. Mais pourquoi de telles aspirations ont-elles conduit à des résultats opposés? Voici la question. Nous connaissons la réponse, je l'ai déjà évoquée plus d'une fois d'une manière ou d'une autre. Parce que l'autre côté de la confrontation idéologique a perçu les événements historiques actuels non pas comme une chance de reconstruire le monde sur des principes et principes nouveaux et justes, mais comme leur triomphe, leur victoire, comme la capitulation de notre pays face à l'Occident, et donc comme une opportunité, du droit du vainqueur, d'établir sa propre domination totale. J'en ai déjà parlé une fois, juste en passant, je ne citerai pas de nom. Au milieu des années 90, et même à la fin des années 90, l'une des personnalités politiques américaines de l'époque a déclaré, « Désormais, nous traiterons la Russie non pas comme un ennemi vaincu, mais comme un instrument contondant entre nos mains. » C'est par cela qu'ils ont été guidés. Il n'y avait pas assez de vision, pas de culture générale, pas de culture politique. Manque de compréhension de ce qui se passe et ignorance de la Russie. La façon dont l'Occident a mal interprété et dans son propre intérêt ce qu'il considérait comme les résultats de la guerre froide, la façon dont il a commencé à remodeler le monde pour lui-même, son avidité géopolitique éhontée et sans précédent, telles sont les véritables sources des conflits de notre histoire. Époque, à commencer par les tragédies de la Yougoslavie, de l'Irak, de la Libye et aujourd'hui de l'Ukraine et du Moyen-Orient. Il a semblé à certaines élites occidentales que le monopole naissant, leur monopole, le moment d'unipolarité au sens idéologique, économique, politique et même en partie militaro-stratégique, était la destination. Ça y est, nous sommes arrivés. Arrêtez, juste un instant. Vous êtes merveilleux. Avec quelle arrogance cela a été annoncé alors, presque à la fin de l'histoire. Il n'est pas nécessaire d'expliquer à ce public à quel point cette condamnation s'est avérée myope et erronée. L'histoire n'est pas terminée, au contraire, elle est simplement entrée dans une nouvelle phase. Et ce n'est pas que des ennemis malveillants, des concurrents ou des éléments subversifs aient empêché l'Occident d'établir son système de puissance mondiale. Soyons honnêtes, après la disparition de l'URSS, le modèle de l'alternative socialiste soviétique, beaucoup dans le monde pensaient au départ que le système de monopole était en place depuis longtemps, presque pour toujours, et qu'il leur suffisait de s'y adapter. Mais elle a chancelé toute seule, sous le poids des ambitions et de la cupidité de ces élites occidentales. Et quand ils ont vu que même dans le cadre du système qu'ils avaient créé pour eux-mêmes, après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, il faut bien l'admettre, les vainqueurs ont créé pour eux-mêmes le système de Yalta, puis, après la guerre froide, les prétendus vainqueurs de la guerre froide ont commencé à se créer eux-mêmes, en ajustant ce système de Yalta, c'est le problème, eh bien, ce qu'ils ont créé eux-mêmes de leurs propres mains, des personnes complètement différentes commencent à réussir et à diriger, c'est ce qu'ils ont vu, ils ont créé le système, et tout à coup d'autres dirigeants apparaissent au sein de ce système, bien sûr, ils ont immédiatement commencé à ajuster ce système, qu'ils avaient déjà créé pour eux-mêmes, ont commencé à violer les mêmes règles dont ils parlaient hier, à changer les règles qu'ils avaient eux-mêmes établies. À quel type de conflit assistons-nous aujourd'hui? Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre tous, provoqué par un écart par rapport à certaines règles dont on nous parle souvent en Occident, pas du tout. Nous assistons à un conflit entre la grande majorité de la population de la planète, qui souhaite vivre et se développer dans un monde interconnecté offrant un grand nombre d'opportunités, et la minorité mondiale, qui ne se soucie que d'une seule chose, comme je l'ai déjà dit, maintenir sa domination. Et pour cela, il est prêt à détruire les acquis résultant d'une évolution à long terme vers un système mondial universel. Mais, comme nous le voyons, rien n'en résulte et rien n'en sortira. Dans le même temps, l'Occident lui-même tente hypocritement de nous convaincre que ce que l'humanité a accompli après la Seconde Guerre mondiale est menacé. Rien de tel, je viens de le mentionner.
La Russie et la grande majorité des pays s'efforcent précisément de renforcer l'esprit de progrès international et le désir d'une paix durable, qui sont au cœur du développement depuis le milieu du siècle dernier. Mais la menace est en réalité quelque chose de complètement différent. Ce qui est menacé, c'est précisément ce monopole occidental, né après l'effondrement de l'Union soviétique et qu'il a acquis pendant un certain temps à la fin du XXe siècle. Mais je tiens à le répéter, et ceux qui sont présents dans cette salle le comprennent, tout monopole, comme nous le savons par l'histoire, prend fin tôt ou tard. Il ne peut y avoir aucune illusion ici. Et le monopole est toujours une chose nuisible, même pour les monopoleurs eux-mêmes. La politique des élites de l'Occident collectif est influente, mais sur la base du nombre de participants dans un club très limité, elle ne vise pas l'avant, ni la création, mais le recul, le maintien. Tout amateur de sport, sans parler des professionnels, du football, du hockey et de tout type d'arts martiaux le sait, jouer pour tenir mène presque toujours à la défaite. Mais la menace est en réalité quelque chose de complètement différent. Ce qui est menacé, c'est précisément ce monopole occidental, né après l'effondrement de l'Union soviétique et qu'il a acquis pendant un certain temps à la fin du XXe siècle. Mais je tiens à le répéter, et ceux qui sont présents dans cette salle le comprennent, tout monopole, comme nous le savons par l'histoire, prend fin tôt ou tard. Il ne peut y avoir aucune illusion ici. Et le monopole est toujours une chose nuisible, même pour les monopoleurs eux-mêmes. La politique des élites de l'Occident collectif est influente, mais sur la base du nombre de participants dans un club très limité, elle ne vise pas l'avant, ni la création, mais le recul, le maintien. Tout amateur de sport, sans parler des professionnels, du football, du hockey et de tout type d'arts martiaux le sait, jouer pour tenir mène presque toujours à la défaite. Et puisque nous connaissons la direction générale du changement de l'hégémonie à un monde complexe de coopération multilatérale, nous pouvons essayer d'esquisser au moins quelques contours futurs. S'exprimant au Forum Valdaï l'année dernière, j'ai pris la liberté d'énoncer 6 principes qui, à notre avis, devraient constituer la base des relations à une nouvelle étape historique de développement. Les événements et le temps qui se sont produits, à mon avis, n'ont fait que confirmer à la fois l'équité et la validité des propositions avancées. Je vais essayer de les développer. D'abord, l'ouverture à l'interaction est la valeur la plus importante pour la grande majorité des pays et des peuples. Les tentatives visant à ériger des barrières artificielles ne sont pas seulement erronées parce qu'elles entravent un développement économique normal qui profite à tous. L'interruption des liens est particulièrement dangereuse dans des conditions de catastrophes naturelles et de bouleversements sociopolitiques, qui, hélas, ne peuvent être évités dans la pratique internationale. Par exemple, des situations comme celle qui s'est produite l'année dernière après le tremblement de terre catastrophique en Asie mineure sont inacceptables. Pour des raisons purement politiques, l'assistance à la population syrienne a été bloquée, certaines zones ont été gravement endommagées par la catastrophe. Et de tels exemples, où des intérêts égoïstes et opportunistes entravent la réalisation du bien commun, ne sont pas du tout isolés. L'environnement sans obstacle dont j'ai parlé l'année dernière est la clé non seulement de la prospérité économique, mais aussi de la satisfaction des besoins humanitaires urgents. Et face aux nouveaux défis, notamment aux conséquences du développement rapide de la technologie, il est tout simplement vital pour l'humanité d'unir ses efforts intellectuels. Il est significatif que les principaux opposants à l'ouverture aujourd'hui soient ceux qui, tout récemment, hier, comme on dit, l'ont le plus élevé sur leur bouclier. Aujourd'hui, les mêmes forces et le même peuple tentent d'utiliser les restrictions comme outil de pression sur les dissidents. Rien n'en sortira pour la même raison, l'immense majorité mondiale est en faveur d'une ouverture sans politisation. Deuxièmement, nous avons toujours parlé de la diversité du monde comme d'une condition préalable à sa durabilité. Cela peut sembler paradoxal, car plus c'est coloré, plus il est difficile de construire une image unique. Et bien sûr, les normes universelles devraient être utiles à cet égard. Peuvent-ils le faire? Il n'y a aucun doute, c'est difficile, pas facile à faire. Mais premièrement, il ne faut pas que le modèle d'un pays ou d'une partie relativement petite de l'humanité soit considéré comme quelque chose d'universel et imposé à tous les autres. Et deuxièmement, aucun code conventionnel, même complètement démocratique, ne peut être pris et attribué une fois pour toutes comme une directive, comme une vérité indiscutable aux autres. La communauté internationale est un organisme vivant dont la valeur est le caractère unique résidant dans sa diversité civilisationnelle. Le droit international est le produit d'accords non même entre pays, mais entre peuples,
car la conscience juridique fait partie intégrante et originelle de chaque culture, de chaque civilisation. La crise du droit international dont on parle aujourd'hui est, en un sens, une crise de croissance. La montée en puissance de peuples et de cultures qui, pour une raison ou une autre, restaient auparavant à la périphérie politique signifie que leurs propres idées originales sur le droit et la justice jouent un rôle de plus en plus important. Ils sont différents. Cela peut donner l'impression d'une sorte de discorde et de cacophonie, mais ce n'est que la première étape du développement. Et je suis convaincu que le nouvel appareil n'est possible que sur les principes de la polyphonie, le son harmonieux de tous les thèmes musicaux. Si l'on veut, nous nous dirigeons vers un ordre mondial moins polycentrique que polyphonique, dans lequel toutes les voix sont entendues et, surtout, devraient être entendues. Ceux qui sont habitués et souhaitent se produire exclusivement en solo devront s'habituer à la nouvelle partition mondiale. J'ai déjà dit ce qu'est le droit international après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le droit international est basé sur la Charte des Nations Unies, rédigée par les pays vainqueurs. Mais le monde change, bien sûr, de nouveaux centres de pouvoir émergent, des économies puissantes se développent et arrivent en tête. Bien entendu, la réglementation juridique doit également changer. Bien sûr, cela doit être fait avec précaution, mais c'est inévitable. Le droit reflète la vie, et non l'inverse. Troisièmement, nous avons dit à plusieurs reprises que le nouveau monde ne peut se développer avec succès que sur la base des principes d'une représentativité maximale. L'expérience des 2 dernières décennies a clairement démontré à quoi conduit l'usurpation, le désir de quelqu'un de s'arroger le droit de parler et d'agir au nom des autres. Ceux que l'on appelle habituellement les grandes puissances sont habitués à croire qu'ils ont le droit de déterminer quels sont les intérêts des autres, quels films intéressants. Dictent en fait aux autres leurs intérêts nationaux en fonction des leurs. Non seulement cela viole les principes de démocratie et de justice, mais le pire, c'est que cela ne nous permet pas de résoudre réellement les problèmes urgents. Le monde à venir ne sera pas simple précisément à cause de sa diversité. Plus il y a de participants à part entière dans le processus, plus il est bien sûr difficile de trouver l'option optimale qui convient à tout le monde. Mais une fois trouvé, on peut espérer que la solution sera durable et à long terme. Et cela permet également de se débarrasser de la tyrannie et de la timidité impulsive et, au contraire, de rendre les processus politiques significatifs et rationnels, guidés par le principe de suffisance raisonnable. Dans l'ensemble, ce principe est inscrit dans la Charte des Nations Unies et ce principe figure au Conseil de sécurité. Le droit de veto, qu'est-ce que c'est? Pourquoi a-t-on inventé le droit de veto? Pour que des décisions ne soient pas prises qui ne conviennent pas aux acteurs de la scène internationale. Est-ce bon ou mauvais? C'est probablement mauvais pour quelqu'un que l'une des parties mette un obstacle au moment de prendre des décisions. Mais c'est bien dans le sens où les décisions qui ne conviennent pas à quelqu'un ne sont pas prises. Qu'est-ce que cela signifie? Que dit cette norme? Aller dans la salle de réunion et négocier, c'est le but. Mais à mesure que le monde devient multipolaire, il est nécessaire de trouver des outils permettant d'élargir l'utilisation de mécanismes de ce type. Dans chaque cas spécifique, la décision ne doit pas seulement être collective, mais inclure les participants capables d'apporter une contribution significative à la résolution des problèmes. Il s'agit avant tout des participants qui sont directement intéressés à trouver une issue positive à la situation, car leur sécurité future, et donc leur prospérité, en dépend en réalité. Il existe d'innombrables exemples de la façon dont les contradictions complexes, mais réellement résolubles, des pays et des peuples voisins se sont transformés en conflits chroniques irréconciliables en raison d'intrigues et d'ingérences grossières de forces extérieures, qui, en principe, ne se soucient pas de ce qui arrive aux participants à ces conflits. Combien de sang sera versé, combien de victimes ils subiront? Ils sont simplement guidés ceux qui interviennent de l'extérieur par leurs intérêts purement égoïstes, sans assumer aucune responsabilité. Je crois également que les organisations régionales joueront un rôle particulier à l'avenir, car les pays voisins, aussi difficiles que soient les relations entre eux, sont toujours unis par un intérêt commun en matière de stabilité et de sécurité. Les compromis sont tout simplement essentiels pour qu'ils puissent obtenir les conditions optimales pour leur propre développement. Suivant le principe clé est la sécurité de tous sans exception. La sécurité des uns ne peut être assurée au détriment de celle des autres. Je ne dis rien de nouveau ici. Tout cela est précisé dans les documents de l'OSCE. Il suffit de le faire. L'approche de bloc,
héritage de l'ère coloniale de la guerre froide, est contraire à la nature du nouveau système international, ouvert et flexible. Il ne reste aujourd'hui dans le monde qu'un seul bloc, soudé par ce qu'on appelle l'obligation, les dogmes idéologiques rigides et les clichés, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui, sans cesser son expansion vers l'est de l'Europe, et désormais en essayant d'étendre ses approches à d'autres espaces du monde, en violant ses propres documents statutaires. C'est tout simplement un pur anachronisme. Nous avons parlé plus d'une fois du rôle destructeur que l'OTAN a continué à jouer, en particulier après l'effondrement de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie, alors qu'il semblait que l'Alliance avait perdu la raison et le sens formel et déclaré de son existence. Il me semble que les États-Unis ont compris que cet instrument devenait pour ainsi dire peu attrayant et inutile, mais ils en avaient besoin et en ont besoin aujourd'hui pour diriger dans leur zone d'influence. C'est pourquoi les conflits sont nécessaires. Vous savez, même avant tous les conflits aigus d'aujourd'hui, de nombreux dirigeants européens m'ont dit qu'ils nous font peur avec vous, nous n'avons pas peur, nous ne voyons aucune menace. C'est un discours direct, tu sais? Je pense que dans les États-Unis, ils l'ont très bien compris, ils l'ont ressenti et ils ont eux-mêmes déjà traité l'OTAN comme une sorte d'organisation secondaire. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Pourtant, les experts ont compris que l'OTAN était nécessaire. Comment préserver sa valeur et son attractivité? Nous devons leur faire peur comme il se doit, nous devons déchirer la Russie et l'Europe, en particulier la Russie, l'Allemagne et la France, par des conflits. Ils ont donc conduit à un coup d'État en Ukraine et à des opérations militaires dans le sud-est, dans le Donbass. Ils nous ont simplement forcés à répondre, en ce sens ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. La même chose se passe en Asie, dans la péninsule coréenne, me semble-t-il. En fait, on voit que la minorité mondiale, en maintenant et en renforçant son bloc militaire, espère ainsi conserver le pouvoir. Cependant, au sein même de ce bloc, on peut déjà comprendre et voir que le diktat cruel du « grand frère » ne contribue en aucune manière à résoudre les problèmes auxquels tout le monde est confronté. De plus, de telles aspirations sont clairement contraires aux intérêts du reste du monde. Coopérer avec ceux avec qui cela est bénéfique, établir des partenariats avec tous ceux qui s'y intéressent, telle est la priorité évidente de la plupart des pays de la planète. Il est évident que les blocs militaro-politiques et idéologiques constituent un autre type d'obstacle au développement naturel d'un tel système international. Dans le même temps, je note que le concept même d'un « jeu à somme nulle », dans lequel un seul gagne et tous les autres perdent, est un produit de la pensée politique occidentale. Sous la domination occidentale, cette approche a été imposée à tous comme étant universelle, mais elle est loin d'être universelle et ne fonctionne pas toujours. Par exemple, la philosophie orientale, et beaucoup ici dans cette salle le savent personnellement, pas pire, et peut-être même mieux que moi, repose sur une approche complètement différente. Il s'agit d'une recherche d'harmonie des intérêts afin que chacun puisse réaliser ce qui est le plus important pour lui-même, mais pas au détriment des intérêts des autres. Je gagne, mais tu gagnes aussi. Et le peuple russe a toujours été en Russie, tous les peuples de Russie sont toujours, dans la mesure du possible, partis du fait que l'essentiel n'est pas de faire valoir leur opinion par quelque moyen que ce soit, mais d'essayer de convaincre, de s'intéresser à un partenariat honnête et une interaction égale. Notre histoire, y compris celle de la diplomatie intérieure, a montré à maintes reprises ce que signifie l'honneur, la noblesse, le rétablissement de la paix et la condescendance. Il suffit de rappeler le rôle de la Russie dans la structure de l'Europe après l'époque des guerres napoléoniennes. Je sais que là-bas, dans une certaine mesure, cela est perçu comme un retour, comme une tentative de maintenir la monarchie là-bas, etc. Ce n'est pas du tout le sujet maintenant. Je parle en général de l'approche adoptée pour résoudre ces problèmes. Le prototype de la nouvelle nature libre et non-bloc des relations entre les États et les peuples est la communauté qui se forme actuellement dans le cadre des BRIC. Ceci, entre autres choses, illustre clairement le fait que même parmi les membres de l'OTAN, comme vous le savez, il y a ceux qui sont intéressés à travailler en étroite collaboration avec les BRIC. Je n'exclus pas qu'à l'avenir, d'autres États réfléchissent à une collaboration plus étroite et conjointe avec les BRIC. Notre pays a présidé l'association cette année et tout récemment, comme vous le savez, un sommet s'est tenu à Kazan. Je ne cacherai pas que développer une approche coordonnée entre de nombreux pays, dont les intérêts ne coïncident pas toujours en tout, n'est pas une tâche facile. Les diplomates et autres responsables gouvernementaux ont dû déployer un maximum d'efforts,
de tact et démontrer leur capacité à s'entendre et à s'écouter afin d'obtenir le résultat souhaité. Beaucoup d'efforts ont été consacrés à cela. Mais c'est ainsi que naît un esprit de coopération unique. Il ne repose pas sur la coercition, mais sur la compréhension mutuelle. Et nous sommes convaincus que les BRIC offrent à tous un bon exemple de coopération véritablement constructive dans le nouvel environnement international. J'ajouterai que les plateformes des BRIC, les rencontres d'entrepreneurs, de scientifiques et d'intellectuels de nos pays peuvent devenir un espace pour une compréhension philosophique profonde et fondamentale des processus modernes de développement mondial, en tenant compte des caractéristiques de chaque civilisation avec sa culture, son histoire, et l'identité des traditions. C'est sur cela que repose l'esprit de respect et de considération des intérêts, le futur système de sécurité eurasienne, qui commence à prendre forme sur notre immense continent. Et il ne s'agit pas seulement d'une approche véritablement multilatérale, mais également multiforme. Après tout, la sécurité est aujourd'hui un concept complexe qui n'inclut pas seulement des aspects militaro-politiques. La sécurité est impossible sans garantie de développement socio-économique et sans garantie de la stabilité des États face à tous les défis, naturels ou anthropiques, qu'il s'agisse du monde matériel ou numérique, du cyberespace, etc. Cinquièmement, justice pour tous. Les inégalités sont un véritable fléau du monde moderne. Au sein des pays, les inégalités engendrent des tensions sociales et une instabilité politique. Sur la scène mondiale, l'écart de niveau de développement entre le milliard d'or et le reste de l'humanité se heurte non seulement à des contradictions politiques croissantes, mais surtout à des problèmes migratoires de plus en plus profonds. Presque tous les pays développés de la planète sont confrontés à un afflux de plus en plus incontrôlé de ceux qui espèrent ainsi améliorer leur situation financière, accroître leur statut social, avoir des perspectives et parfois simplement survivre. À son tour, un tel phénomène migratoire provoque une augmentation de la xénophobie et de l'intolérance envers les nouveaux arrivants dans les sociétés plus riches, ce qui déclenche une spirale de mal-être sociopolitique et augmente le niveau d'agressivité. Le retard de nombreux pays et sociétés en termes de développement socio-économique est un phénomène complexe. Bien entendu, il n'existe pas de remède magique à cette maladie. Un travail systémique à long terme est nécessaire. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire de créer les conditions permettant d'éliminer les obstacles artificiels et politiquement motivés au développement. Les tentatives visant à utiliser l'économie comme une arme, quels que soient ceux contre qui elle est dirigée, frappent tout le monde, en particulier les plus vulnérables, les peuples et les pays qui ont besoin de soutien. Nous sommes convaincus que les problèmes tels que la sécurité alimentaire et énergétique, l'accès aux services dans le domaine de la santé et de l'éducation et, enfin, la possibilité d'une circulation légale et sans entrave des personnes doivent être mis en dehors de tout conflit et contradiction. Ce sont des droits humains fondamentaux. Sixièmement, nous ne nous lassons jamais de souligner que toute structure internationale durable ne peut être fondée que sur les principes de l'égalité souveraine. Oui, tous les pays ont un potentiel différent, c'est évident, et leurs opportunités sont loin d'être égales. À cet égard, on entend souvent dire que l'égalité complète est impossible, utopique et illusoire. Mais la particularité du monde moderne, étroitement liée et intégrale, réside précisément dans le fait que les États qui ne sont pas les plus puissants, les plus grands, jouent souvent un rôle encore plus important que les géants, ne serait-ce que parce qu'ils sont capables d'utiliser de manière plus rationnelle et plus ciblée leur potentiel humain, intellectuel, naturel et environnemental, abordent des problèmes complexes avec flexibilité et intelligence, fixent des normes élevées en matière de qualité de vie, d'éthique, d'efficacité de gestion, créent des opportunités d'épanouissement pour chacun, créent des conditions et une atmosphère psychologique favorable dans la société. Pour l'essor de la science et de l'entrepreneuriat, de l'art, de la créativité, révélant le talent de la jeunesse. Tout cela devient aujourd'hui un facteur d'influence mondiale. Pour paraphraser les lois de la physique, si vous perdez en sang, vous pouvez gagner en performance. La chose la plus nuisible et la plus destructrice qui se manifeste dans le monde d'aujourd'hui est l'arrogance, le mépris de quelqu'un et le désir d'enseigner sans cesse et de manière obsessionnelle. La Russie n'a jamais fait cela, c'est inhabituel. Et nous constatons que notre approche est productive. L'expérience historique le montre de manière irréfutable, les inégalités, que ce soit au sein de la société, de l'État ou sur la scène internationale, entraînent nécessairement de mauvaises conséquences. J'aimerais ajouter quelque chose que je n'ai peut-être pas mentionné souvent auparavant. Au fil des siècles,
Le monde occidental a développé certains clichés, stéréotypes et une sorte de hiérarchie. Il existe un monde développé, une humanité progressiste et une sorte de civilisation universelle vers laquelle tout le monde devrait lutter, et il existe des peuples arriérés, non civilisés, des barbares. Leur travail consiste à écouter sans poser de questions ce qu'on leur dit de l'extérieur et à agir selon les instructions de ceux qui sont censés se situer au-dessus de ces peuples dans la hiérarchie civilisationnelle. Il est clair qu'une telle coquille est destinée à une approche coloniale grossière, à l'exploitation de la majorité mondiale. Mais le problème est que cette idéologie essentiellement raciste a pris racine dans l'esprit de nombreuses personnes. Et cela constitue également un obstacle mental sérieux au développement harmonieux de tous. Le monde moderne ne tolère pas seulement l'arrogance, mais aussi la surdité aux particularités et à l'originalité des autres. Pour construire des relations normales, il faut avant tout écouter son interlocuteur, comprendre sa logique, ses fondements culturels, et ne pas lui attribuer ce que l'on pense de lui. Autrement, la communication se transforme en échange de clichés, en étiquetage, et la politique en conversation de sourds. Vous voyez, bien sûr, nous voyons des gens s'intéresser à certaines cultures originales de divers peuples. Extérieurement, tout est beau, la musique et le folklore semblent s'élever. Mais, sur le fond, la politique économique et sécuritaire reste la même, néocoloniale. Regardez comment fonctionne l'Organisation mondiale du commerce, elle ne résout rien, car tous les pays occidentaux, les grandes économies bloquent tout. Tout n'est que dans leur propre intérêt, reprendre et reproduire constamment la même chose qui s'est produite des décennies et des siècles plus tôt, maintenir tout le monde dans le rang c'est tout. Il ne faut pas oublier que tout le monde est égal dans le sens où chacun a droit à sa propre vision, qui n'est ni meilleure ni pire que celle des autres, c'est simplement la sienne, et cela doit être véritablement respecté. C'est sur cette base que se formule une compréhension mutuelle des intérêts, du respect, de l'empathie, c'est-à-dire la capacité de faire preuve d'empathie, de ressentir les problèmes des autres, la capacité de percevoir le point de vue et les arguments de quelqu'un d'autre. Et non seulement percevoir, mais aussi agir conformément à cela, construire votre propre politique en conséquence. Percevoir ne signifie pas accepter et être d'accord sur tout. Bien entendu, ce n'est pas vrai. Cela signifie avant tout reconnaître le droit de l'interlocuteur à sa propre vision du monde. En fait, c'est la première étape nécessaire pour commencer à trouver une harmonie entre ces visions du monde. Nous devons apprendre à percevoir la différence et la diversité comme une richesse et des opportunités, et non comme une raison de conflit. C'est aussi la dialectique de l'histoire. Vous et moi comprenons que l'ère des transformations cardinales est une période de bouleversements inévitables, malheureusement, de conflits d'intérêts, d'une sorte de nouvel accrochage les uns contre les autres. Dans le même temps, la connectivité du monde n'atténue pas nécessairement les contradictions. Bien sûr, cela est également vrai. Et au contraire, cela peut parfois être aggravant, rendant les relations encore plus confuses et trouver une issue beaucoup plus difficile. Au fil des siècles de son histoire, l'humanité s'est habituée au fait que le meilleur moyen de résoudre les contradictions est de régler les problèmes par la force. Oui, cela arrive aussi. Celui qui est le plus fort a raison. Et ce principe fonctionne également. Oui, cela arrive souvent, les pays doivent défendre leurs intérêts par la force des armes, par tous les moyens disponibles. Mais le monde moderne est complexe et complexe, il devient de plus en plus complexe. En résolvant un problème, le recours à la force en crée bien sûr d'autres, souvent encore plus difficiles. Et nous le comprenons aussi. Notre pays n'a jamais initié et n'initie pas le recours à la force. Nous ne devons le faire que lorsqu'il devient clair que l'adversaire se comporte de manière agressive et n'accepte aucun argument, voire absolument aucun. Et si nécessaire, nous prendrons bien entendu toutes les mesures pour protéger la Russie et chacun de ses citoyens et atteindrons toujours nos objectifs. Le monde n'est pas du tout linéaire et intérieurement hétérogène. Nous l'avons toujours compris et nous le comprenons. Je ne voudrais pas me livrer à des souvenirs d'aujourd'hui, mais je me souviens très bien de ce à quoi nous avons été confrontés en 1999, lorsque j'ai dirigé le gouvernement puis suis devenu chef de l'État. Je pense que les citoyens russes, les spécialistes présents dans cette salle, se souviennent également très bien des forces qui se trouvaient derrière les terroristes dans le Caucase du Nord, où et en quelle quantité ils ont reçu des armes, de l'argent, un soutien moral, politique, idéologique et informationnel. C'est même drôle de se rappeler, à la fois triste et drôle, comment ils ont dit «
c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda est généralement mauvais, mais quand il se bat contre vous, ça va. Qu'est-ce que c'est? Tout cela conduit à des conflits. Nous nous sommes alors fixés comme objectif d'utiliser tout le temps dont nous disposions pour préserver le pays. Bien entendu, cela était dans l'intérêt de tous les peuples de Russie. Malgré la situation économique difficile après la crise de 1998 et les ravages causés par l'armée, nous devons le dire franchement, nous avons tous ensemble, en tant que pays tout entier, repoussé l'attaque des terroristes, puis les avons vaincus. Pourquoi est-ce que je m'en souviens? Car encore une fois, certains avaient l'idée que le monde serait meilleur sans la Russie. Ensuite, ils ont essayé d'en finir avec la Russie, d'achever l'effondrement de tout ce qui restait après l'effondrement de l'Union soviétique, et maintenant, semble-t-il, quelqu'un en rêve aussi. Ils pensent que le monde sera plus obéissant et mieux gouverné. Mais la Russie a plus d'une fois stoppé ceux qui luttaient pour la domination mondiale, peu importe qui l'avait fait. Il en sera toujours ainsi. Et le monde ne s'améliorera pas. Ceux qui tentent de le faire doivent finir par le comprendre. Cela ne fera que devenir plus difficile. Nos adversaires trouvent de nouveaux moyens et outils pour tenter de se débarrasser de nous. Aujourd'hui, l'Ukraine, les Ukrainiens, qui sont simplement cyniquement entraînés à devenir Russes, sont utilisés comme un tel instrument, les transformant essentiellement en chair à canon. Et tout cela accompagné d'une conversation sur le choix européen. Waouh le choix! Nous n'en avons certainement pas besoin. Nous protégerons notre peuple, que personne ne se fasse d'illusions à ce sujet. Mais le rôle de la Russie, bien entendu, ne s'arrête pas là, se défendre et se préserver. Cela peut paraître un peu prétentieux, mais l'existence même de la Russie est une garantie que le monde conservera sa diversité et sa complexité, et c'est la clé d'un développement réussi. Et maintenant, je peux vous dire que ce ne sont pas mes mots, ce sont souvent ce que me disent nos amis de toutes les régions du monde. Je n'exagère rien. Je le répète, nous n'imposons rien à personne et ne le ferons jamais. Nous n'en avons pas nous-mêmes besoin, et personne n'en a besoin. Nous sommes guidés par nos valeurs, nos intérêts et nos attentes, qui sont enracinés dans notre identité, notre histoire et notre culture. Et bien sûr, nous sommes toujours prêts à engager un dialogue constructif avec tout le monde. Quiconque respecte sa culture et ses traditions n'a pas le droit de ne pas traiter les autres avec le même respect. Et ceux qui tentent de forcer les autres à se comporter de manière inappropriée piétinent invariablement leurs propres racines, leur civilisation et leur culture dans la boue, ce qui est en partie ce que nous observons. La Russie se bat aujourd'hui pour sa liberté, pour ses droits, pour sa souveraineté. Je dis cela sans exagération, car au cours des décennies précédentes, tout semblait extérieurement favorable et décent, le « 7 » s'est transformé en « oui, merci de nous avoir invités ». Savez-vous ce qui s'est passé? J'ai vu, quand vous venez au même G8, il devient immédiatement clair qu'avant la réunion au sein du G8, les 7 s'étaient déjà réunis et avaient discuté de quelque chose entre eux, y compris en ce qui concerne la Russie, puis ils invitent la Russie. Vous le regardez avec le sourire, vous l'avez toujours fait. Et ils vous serrent magnifiquement dans leurs bras et vous tapotent l'épaule. Mais en pratique, ils font le contraire. Et ils continuent à venir et à venir. Cela est particulièrement visible dans le contexte de l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Ils ont promis de ne pas le faire, mais ils continuent de le faire et de le faire. Et dans le Caucase, et ce système de défense antimissiles, tout, sur n'importe quelle question clé, ils ne se souciaient tout simplement pas de notre opinion. En fin de compte, tout cela a commencé à ressembler à une intervention rampante qui, sans aucune exagération, aurait pour objectif une sorte d'humiliation, ou mieux encore, la destruction du pays, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Nous sommes finalement arrivés en Ukraine et avons rejoint les deux bases et l'OTAN. 2008, décision est prise à Bucarest d'ouvrir les portes de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie. De quoi, excusez la simplicité de l'expression, de quelle frayeur? Y a-t-il eu des difficultés, peut-être, dans les affaires mondiales? Oui, nous nous sommes disputés avec l'Ukraine sur les prix du gaz, mais nous avons quand même pris notre décision. Quel est le problème? Pourquoi était-il nécessaire de faire cela simplement de créer les conditions d'un conflit?
Il était clair à quoi cela mènerait. Non, c'est toujours la même chose, et de plus en plus loin, le développement de nos territoires historiques a commencé, le soutien à un régime avec un net parti pris néo-nazi. Par conséquent, nous pouvons dire et répéter en toute sécurité, nous luttons non seulement pour notre liberté, non seulement pour nos droits, non seulement pour notre souveraineté, mais nous défendons les droits et libertés universelles, les opportunités d'existence et de développement de la majorité absolue des peuples. État. Dans une certaine mesure, nous considérons cela comme la mission de notre pays. Cela doit être clair pour tout le monde, il est inutile de faire pression sur nous, mais nous sommes toujours prêts à négocier en tenant pleinement compte des intérêts légitimes mutuels. Tous les participants à la communication internationale ont été et sont encouragés à le faire. Et puis il ne fait aucun doute que les futurs invités du Valdez Club se réuniront, aujourd'hui peut-être encore des écoliers, des étudiants diplômés ou de jeunes scientifiques, des aspirants experts, dans les 20 prochaines années, à la veille du 100e anniversaire de l'ONU, discutera d'histoires beaucoup plus optimistes et affirmatives de la vie que celles dont nous devons discuter aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention.